Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 16 mars 2026 et bienvenue à chacun et à tous dans votre émission Bonjour le Bénin. Ce matin, au plan politique, nous parlerons, mesdames et messieurs, des secteurs éducation, santé et sociale. Pendant les 10 années qui vont s'écouler dans quelques semaines du règne du président Patrice Talon, qu'est-ce que les Béninois peuvent retenir sur ces trois plans? Nous aurons un invité qui va nous parler de ce bilan du point de vue donc de l'homme analyste politique et communicateur qu'il est. On en parlera. 10 ans de rupture, quel regard, que retenir sur les plans donc de l'éducation, de la santé et surtout sur le plan social. On en parle dans cette émission. Mesdames, Messieurs, les droits humains et surtout les droits des femmes ont évolué dans notre pays. Qu'est-ce que l'on peut retenir en matière d'avancée des droits des femmes? Nous en parlons dans cette émission puisque le 8 mars continue donc de retenir notre attention et avec toutes les femmes de notre pays. Ghislaine Adimi a réalisé un élément qui va nous permettre d'avoir quelques idées sur les avancées des droits des femmes dans notre pays. Du prélèvement à la disponibilité des résultats, quel est le parcours et surtout quelle est la sécurité du liquide vital? Mesdames et messieurs, Christelle Ediacho Tongoro nous parlera un peu de comment est-ce que ce liquide est manipulé, quelle est la sécurité qui est garantie autour. On en parle dans cette émission avec l'invité de Christelle Tongoro. Mesdames et messieurs, voilà un peu l'ossature de l'émission du jour. On commence avec le tout premier pas qui est celui de l'information avec Génial Afouda Monsi Agoka. Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Une note sur la présidentielle pour ouvrir ce bulletin. Vous le savez, nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la campagne. Une campagne encadrée par la loi électorale. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, Hilaire Kodjo et Mariano Gankou nous font revisiter les textes de la dite loi. Suivons ensemble. Au Bénin, la règle du jeu présidentiel a changé avec la révision constitutionnelle de fin 2025. De 10% dans les lois de 2019, nous sommes passés en fait à 15% de parrainage. Actuellement, ça fait 28 élus dont il faut avoir le soutien sur 3/5 des circonscriptions électorales du Bénin. L'idée étant que les candidats soient le plus représentatifs possible. Le test précise la durée du mandat et s'inscrit également dans le cadre du code électoral qui encadre l'éligibilité, le dépôt des candidatures et le contrôle des pièces. La durée du mandat, c'est cette dernière modification qui nous a offert un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une seule fois, et avec la précision, bien entendu, que nul ne peut, de sa vie, être plus de 2 fois président de la République au Bénin. La nouveauté aujourd'hui aussi, c'est que dès la proclamation des résultats, il y a une trêve politique pour l'opposition. Souvent, nous ne faisons pas attention à ça, mais le test dit que les partis d'opposition doivent observer une trêve pendant 6 ans, jusqu'à 12 mois de l'année électorale. Ces nouvelles dispositions peuvent faciliter l'accès de certains candidats et en même temps restreindre celui d'autres, notamment des indépendants ou des petites formations. Tout dépendra de l'application pratique des règles et des exceptions prévues. La SCBE, sans avoir le nombre de parrainages en autonome ou de manière autonome, a pu, sur la base des accords de coalition gouvernementale, de coalition, des accords de gouvernance plus précisément, a pu avoir au-delà des 6 parrainages qui étaient en sa possession. Ces réformes, ces aménagements nous permettent de garder la main à la tâche, de continuer à travailler pour construire notre pays. La compétition se reconfigure, les stratégies politiques évoluent. Transparence, respect strict des tests et vigilance citoyenne sont indispensables pour préserver la confiance dans le processus électoral.
Intéressons-nous à présent à ces citoyens à besoins spécifiques, notamment à l'évolution de leurs citoyens, de leur situation, disais-je, pendant le magistère Talon. Nous leur avons tendu le micro pour savoir ce qu'ils attendent du prochain président de la République. Voici ce qu'ils nous ont confié. Ce matin, au Centre de promotion des initiatives des sourds du Bénin, les apprenants sont en classe. Le directeur fait sa ronde habituelle. Pendant 10 ans, le chef de l'État, Patrice Talon, a œuvré pour le bien-être des personnes handicapées en général. Est-ce que vous êtes satisfait? Depuis 10 ans, le gouvernement nous aide, nous apporte des subventions qui aident notre école à rester debout. Bientôt, le Bénin connaîtra un nouveau président de la République. Il a des désirs qu'il voudrait voir se concrétiser. Désirs liés aux conditions de vie des personnes à besoins spécifiques. Comme celui qui va lui succéder, nous regardons espoir que celui-là aussi va continuer dans le même sens que ce nous lui disons de faire dans la continuité des œuvres commencées sous Talon, en continuant à nous aider par des subventions. En réalité, qu'a fait le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des personnes à besoins spécifiques? Toutes les questions qui sont liées au regard à la discrimination des personnes handicapées sont pratiquement résolues. L'État a choisi de prendre sa part de responsabilité dans le soutien à ces personnes, non seulement en leur reconnaissant leurs droits, mais en décidant de travailler à renforcer les services publics à leur profit. Les organisations des personnes handicapées et toute autre forme d'organisation qui décident d'être un groupe d'intérêt pour les personnes handicapées, aujourd'hui ces organisations ont l'écoute non seulement de l'administration, mais de tous les acteurs. Des subventions sont octroyées aux personnes à besoins spécifiques pour qu'elles développent des activités économiques. J'ai fait beaucoup de choses avec ça. Avant, n'est-ce pas, c'est avec mon mari et autres que je faisais de petits jobs. Mais ce n'était pas suffisant. Un peu de choses je faisais. Mais après, quand le président Patrice Talon a décidé de soutenir les personnes handicapées, et moi j'ai postulé et j'ai reçu un soutien financier. Cette couche de la société souhaite, comme le directeur du Centre de promotion des initiatives des sourds du Bénin, la continuité des actions qui vont dans le sens de la promotion de ses droits et l'amélioration de ses conditions de vie. Allons voir à présent sur la grande scène des artistes du Bénin. Visiblement, les lignes sont appelées à bouger avec cette décision prise par le gouvernement le 11 mars dernier. Les statuts de la Maison de l'artiste ainsi que son régime électoral ont été adoptés. Une décision qui vise à mieux structurer le métier d'artiste et à accompagner le développement de l'industrie culturelle et créative au Bénin. Alors concrètement, qu'est-ce qui est appelé à changer? Éclairage avec Fifame Salomé Atariji. Longtemps au Bénin, les artistes ont crié dans l'ombre d'un système fragile. Des talents vibrants, des voix puissantes, des imaginaires féconds, mais un secteur souvent livré à lui-même. Derrière la richesse culturelle du pays, les acteurs de la création avançaient, souvent sans véritable boussole institutionnelle. Une réalité qui, au fil des années, a révélé une urgence. Structurer, organiser, protéger et valoriser celles et ceux qui façonnent l'âme culturelle de la nation. C'est dans cette dynamique que le Conseil des ministres réuni le 11 mars 2026, sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, approuve les statuts de la Maison de l'artiste ainsi que son régime électoral. L'adoption de ces textes consacre donc une organisation propice à l'exercice des professions qu'ils encadrent et qui sont de nature à favoriser le développement d'une véritable industrie culturelle et créative au Bénin. Cette institution aura pour mission de les identifier et de les immatriculer, de favoriser leur accompagnement professionnel, d'assurer leur formation et leur offrir des services d'information et de conseil. La Maison de l'artiste servira également d'interface entre les créateurs et les pouvoirs publics, afin de mieux défendre leurs intérêts et de porter leur voix dans les instances décisionnelles.
Pour assurer son fonctionnement, l'architecture de la maison de l'artiste s'appuie sur plusieurs organes. Elle est dotée d'une assemblée délibérative, d'un bureau exécutif, de commissions techniques, de délégations départementales, d'un secrétariat général, ainsi que d'organes de contrôle. Musiciens, comédiens, cinéastes, danseurs, plasticiens, photographes, humoristes, écrivains ou encore artistes de scène. L'ensemble des professionnels du secteur culturel est concerné par ce nouveau dispositif. Désormais, ces créateurs pourront s'appuyer sur une structure capable d'organiser la profession et de défendre durablement les intérêts du monde artistique. Une avancée qui marque un pas important vers la construction d'une véritable industrie culturelle et créative au Bénin. Le saviez-vous, quand vous faites des achats, vous payez des services, vous avez des droits à faire valoir, surtout en cas de tromperie ou d'abus commercial. Ce 15 mars, la communauté internationale a projeté la lumière sur les droits. On insiste sur la sécurité des produits et une consommation durable. Les détails sur le sujet avec Odette Dosso, Ariane Da Silva et Eloïs Balogun. Chaque jour, nous achetons des produits, nous payons des services et nous faisons confiance aux commerçants. Mais savons-nous réellement quels sont nos droits en tant que consommateurs? Dans la rue, nous avons posé la question à quelques citoyens et le constat est clair. Je ne savais pas qu'un consommateur avait des droits. Je n'ai jamais entendu parler de la journée du droit du consommateur. Je sais qu'au Bénin, le consommateur a des droits, mais souvent on ignore. Les droits du consommateur, on ne peut pas contester ça parce qu'au Bénin, les textes sont prévus, toutes ces dispositions qui régissent le droit des consommateurs. Notamment la loi portant protection des consommateurs, renforcée par les dispositions de la Constitution et le Code de la concurrence. Ces instruments juridiques visent à protéger les clients contre les produits défectueux, les publicités trompeuses ou encore les pratiques commerciales abusives. Quel que soit le domaine d'activité que vous voulez entreprendre et vous voulez que cela prospère là, il faut avoir un regard sur le droit de l'utilisateur qui est la raison d'être de votre entreprise. Quand on parle de droit aussi, c'est les besoins et attentes des utilisateurs. Quand vous les écoutez, quand ils ont des plaintes, quand ils ont des observations, quand il y a des dommages qui sont créés, il doit y avoir un mécanisme pour les écouter, pour réparer ce préjudice-là. C'est ça qui va rendre durable le partenariat entre prestataires de services et utilisateurs que nous appelons consommateurs. Connaître ses droits permet de se défendre face aux abus et encourage des pratiques commerciales plus responsables. En tant que citoyen, nous payons la TVA, c'est nos obligations. Mais en retour, je ne veux pas payer une TVA pour un produit non conforme non plus. La loi vous donne plein droit de vous plaindre. Vous pouvez passer par une organisation de défense des consommateurs. Vous pouvez aller à la direction, si c'est un produit alimentaire, à l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, par exemple. Vous pouvez aller à la police, vous pouvez aller même au tribunal. La loi vous donne tout ce droit-là. Informer, c'est protéger. Protéger, c'est responsabiliser. Et chaque citoyen qui connaît ses droits est le maillon d'un marché plus juste. La tournée nationale de visite des chantiers de construction des lycées scientifiques modernes se poursuit. Après les départements de l'Atlantique, du Mono et de l'Ouémé, le ministre conseiller en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est descendu dans le département du Zou. Derrière ce tour du propriétaire de ces chantiers, le souci d'inciter les jeunes filles à embrasser les filières scientifiques et technologiques. C'est ce que nous explique ici Pierrette Adam aussi et Canel Kakou. Le CEG1 d'Abomey marque la première étape de la visite du ministre conseiller dans le Zou. Sur place, apprenants, acteurs de l'enseignement secondaire et autorités locales. Face à eux, Espedi Wessou explique les raisons de sa tournée, portée sur le thème « Les lycées scientifiques modernes, bâtir l'élite scientifique pour le développement du Bénin ». Les mathématiques et la science physique, la biologie et la technologie sont les matières par lesquelles vous allez assurer le développement de notre pays.
sans mathématiques, sans physique, sans technologie, sans biologie, on ne peut pas y arriver. Le premier financement a été engagé par l'État du Bénin à hauteur de près de 100 milliards. Nous exprimons notre reconnaissance profonde au président de la République, son Excellence Monsieur Patrice Talon, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de l'éducation scientifique. Première escale, l'arrondissement d'Agbokba, dans la commune d'Aboumi. Ici sera implanté l'un des 6 lycées scientifiques modernes en construction. Les chantiers ont effectivement démarré. C'est 40% des places qui sont réservées aux filles. C'est pourquoi j'ai invité surtout les jeunes filles de s'inscrire dans les séries scientifiques. Le conseil communal que je représente sera à pied d'œuvre derrière l'équipe pour suivre le chantier pour que le délai soit respecté. Cap ensuite sur le lycée Oufon des jeunes filles d'Aboumi. Au cœur des échanges, le quotidien des apprenantes et l'importance des matières scientifiques. La tournée du ministre conseiller se poursuit avec pour prochaine destination le département du Borgou. Promouvoir le leadership féminin et valoriser l'engagement des femmes dans le développement local. On profite de ce mois de mars dédié aux droits des femmes pour mettre en lumière des initiatives qui épousent la cause, comme c'est le cas de l'Association nationale des communes du Bénin. À son actif, 15 femmes leaders distinguées pour leur contribution au développement de leur communauté. Une initiative soutenue par la Fédération canadienne des municipalités. On fait le point avec Estelle Tongodo, Edmond Rumbo. À travers leurs actions, elles font bouger leur communauté et inspirent d'autres femmes à s'engager. 15 femmes leaders sont distinguées pour leur contribution au développement local et pour leur rôle dans la promotion du leadership féminin. Une cérémonie qui met en lumière leur sens de responsabilité et leur détermination. À travers cette distinction, nous souhaitons non seulement reconnaître leurs mérites et leur parcours inspirant, mais également encourager l'émergence d'une nouvelle génération de femmes engagées dans la vie publique et dans la transformation de nos communes. Une initiative portée par l'Association nationale des communes du Bénin avec l'appui de la Fédération canadienne des municipalités pour renforcer la participation des femmes à la gouvernance locale et promouvoir leurs droits. Vous venez de poser un pas important, un pas qui valorise les compétences, qui valorise le travail féminin et qui encourage la jeune génération à poursuivre le combat. Vous démontrez chaque jour que le leadership féminin est un levier essentiel de transformation sociale et de progrès social. Le Canada vous félicite chaleureusement et vous encourage à poursuivre votre engagement avec la même force, la même vision et la même conviction. Ce projet, Partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, est mis en œuvre dans plusieurs pays, notamment au Bénin, au Ghana, en Zambie et au Cambodge. Allez, on parle sport dans ce bulletin, plus précisément basketball. À la quête de la perle rare, encadreurs et formateurs travaillent chaque jour pour détecter et façonner des talents prometteurs. Entre formation et relève, l'objectif est clair, préparer de bons joueurs pour le championnat et pour la sélection nationale du Bénin. Et justement, le promoteur du tournoi de la relève partage sa vision et les efforts engagés en faveur du rayonnement du basket béninois. Euxine Souzounon nous en dit plus. À la quête de la perle rare, pour le 5 contre 5, les encadreurs et entraîneurs travaillent au quotidien pour former de bons joueurs pour le championnat et dans un futur proche pour les sélections nationales du Bénin. L'objectif d'abord de ce tournoi, c'est de ramener le sport à l'école, à la base. Et c'est une plateforme pour déterminer des talents. Au-delà du championnat local, les ambitions sont grandes. Le pays espère voir émerger les basketteurs capables d'évoluer au plus haut niveau. Et surtout, retrouver l'afro-basket après plus de 50 ans. Et depuis la première édition, il y a plusieurs talents qui ont été révélés et qui jouent dans les clubs civils.
C'est pour cela que l'on mise sur la formation. Un pari sur la formation pour construire pas à pas l'avenir du basket béninois. Et puis, tradition oblige, vous le savez, on fait le point des marchés ouverts du jour, c'est maintenant. Voilà, ce sera tout pour ce matin. On se retrouve demain, même heure, même canal. Alain, c'est à vous. Merci, génial. Bonne suite de journée à vous. À vous aussi. Allez, mesdames, messieurs, cette émission va se poursuivre. Et tout de suite, vous savez qu'après le premier acte, le second, c'est bel et bien instant politique que nous installons. Dans quelques semaines, le président Patrice Talon va boucler 10 années de règne sur le Bénin. Pendant ces 10 années, mesdames, messieurs, que peut-on retenir? Ce matin, nous allons porter notre attention sur 3 secteurs: l'éducation, la santé et le social, étant donné que lorsqu'il prêtait serment pour le second quinquennat, Patrice Talon disait qu'il sera exclusivement, pour le citer, hautement social. Où est-ce qu'on en est? On en parle avec notre invité Rachidi Odiabo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Soutoumer. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va super bien. Vous êtes communicateur, vous êtes, je dirais, expert, c'est le consultant en communication politique et publique. Et avec vous, ce matin, nous allons évoquer donc le bilan de Patrice Talon, disons pas exhaustif peut-être, mais sur 3 secteurs. Oui. Prenons déjà l'éducation. Oui. À votre avis, qu'est-ce que les Béninois peuvent retenir quand nous prenons par exemple l'éducation maternelle et primaire? Alors, en 2016, lorsque le président Patrice Talon prenait les rênes de notre pays, l'état des lieux, c'était qu'il y avait un déficit de 8 794 salles de classe au niveau des enseignements maternels et primaires. En fait, c'est le résultat de plusieurs décennies d'accumulation de besoins non satisfaits. Il a été pris comme engagement qu'à l'horizon 2026, ce déficit va être résorbé. Et c'est fait. Parce qu'en 2023, déjà, 8 000 salles de classe ont été construites, 3 000 ont été réhabilitées, rénovées. Et actuellement, vous avez des chantiers en cours. Si on doit faire le bilan à la date de descente donc, de la fonction du président de la République, c'est un objectif qui est atteint. Alors, la finalité, ce ne sont pas les salles de classe. C'est un pas vers l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage. Et cette amélioration, en plus d'autres facteurs comme la dynamisation des apprentissages, la révision des curricula, la réorganisation de la formation initiale des enseignants, devrait permettre de relever de façon significative le taux d'achèvement primaire. Parce que tout se joue là. Alors, nous avons connu avec le président Patrice Talon, déjà dès les 8 premières années de son magistère, la progression la plus rapide de notre histoire scolaire de cet indicateur. 2016, 56,9%. 2024, nous étions déjà à 68,9%. En réalité, on dit que c'est la progression la plus rapide, pas qu'il n'y a pas eu de progression similaire dans l'histoire, mais la différence, c'est que par le passé, sur peut-être 100 enfants que vous attendez en classe de CI, il y a à peine le tiers qui vient. Le reste reste à la maison parce que les parents n'ont pas les moyens. Avec les mesures incitatives à la promotion de la scolarisation, vous avez presque tous les enfants qui entrent en classe de CI et vous avez un grand nombre d'enfants qui parviennent en classe de CM2. Et aujourd'hui, cet indicateur, c'est la norme au niveau international pour apprécier l'efficacité d'une politique éducative. Nous pouvons nous réjouir de ce que, sous le président Patrice Talon, nous avons eu la preuve de ce que nous sommes capables de mettre en place une politique éducative efficace. Et cet indicateur est la preuve la plus illustrative. L'autre vœu cher au président Patrice Talon, c'est que les Béninois, les jeunes Béninois doivent être désormais formés dans les filières techniques. Quel bilan on peut retenir? Alors, sur ce terrain, quand le président Patrice Talon s'est installé en 2016, nous nous sommes rendus compte très rapidement que nous avons bien évidemment des lycées techniques et professionnels, des lycées agricoles, mais leur état était peu reluisant. Ensuite, le contenu de la formation et même les niveaux des enseignants n'étaient pas optimaux.
qu'est-ce qu'il fallait faire rapidement? Il fallait réhabiliter avec l'Agence de développement de l'enseignement technique. 7 lycées techniques et agricoles de référence ont été réhabilités. Il est prévu un vaste programme de construction en masse de lycées techniques et d'écoles de métiers. Sur cette question, il fallait former massivement les enseignants et à l'extérieur. La crise sanitaire de la Covid-19 a pris pas là. Des cohortes de formation ont été retardées. C'est d'ailleurs pour ça que le 28 juin 2025, dans son dialogue avec les jeunes, le président de la République, Patrice Talon, exprimait ses regrets sur cette question. Vous avez passé tout à l'heure dans l'édition du journal, vous avez diffusé le reportage sur le lancement des chantiers de construction des lycées scientifiques. Ce que nous pouvons dire sur cette question, c'est que le chronogramme, l'exécution du chronogramme a repris normalement et nous sommes actuellement en train de nous battre, de nous mobiliser pour que le 12 avril prochain, nous puissions faire triompher avec une participation électorale massive le duo de candidats Wadani, Mariam Chabi Talata, Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata. Avant d'en arriver là, je ne vous arrête pas, M. Odion. Oui. Avant d'en arriver là, le président Patrice Talon, face à la jeunesse au Palais des Congrès, a promis la construction de 30 lycées avant la rentrée scolaire en ce moment-là. Qu'est-ce qui explique le retard pour qu'aujourd'hui on parle de chantier? Alors, c'est exactement ce dont je vous parle. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et au cours de ces dialogues, les arguments que je partage avec vous, ce sont les explications qu'il avait fournies. Et je pense que ces explications sont très convaincantes. Nous avons tous vu les difficultés sur le parcours. Les chantiers existent aujourd'hui et le ministre d'État, Romuald Wadani, le candidat de la majorité présidentielle, est la plus grande garantie que nous avons pour une continuation intelligente et parfaite de ces chantiers. De toutes les façons, une fois qu'il prendra service, parce que nous sommes en train d'œuvrer pour ça, pour qu'il puisse gagner... La campagne n'étant pas encore ouverte. La campagne n'est pas ouverte, mais nous ne sommes pas interdits d'en parler. Bien sûr, parce que de toutes les façons, le président Patrice Talon finit en mai 2026. Nous allons installer un nouveau président de la République. Nous souhaiterions, nous allons nous battre pour que ce soit le ministre d'État, Romuald Wadani, et tous ces chantiers seront poursuivis efficacement et convenablement au grand bonheur des jeunes de ce pays. Sur le plan universitaire, on reproche au président Patrice Talon de n'avoir pas construit des amphithéâtres. Le monde universitaire, qu'est-ce que les Béninois doivent pouvoir retenir? Alors, c'est ça. Lorsque vous êtes un dirigeant, il faut comprendre les situations et prévoir des solutions structurelles, durables. Non, des infrastructures ont été construites, sauf que, quel que soit le rythme de construction, les massifications des effectifs dans les universités publiques sont telles que nous allons être très rapidement dépassés d'année en année. Et donc, après avoir réorganisé la carte universitaire, après avoir modernisé le système de gestion des allocations universitaires, ce que le gouvernement a trouvé comme solution durable, c'est le téléenseignement. Et depuis le 17 décembre 2025, il est annoncé que dès la rentrée prochaine, la rentrée universitaire 2026-2027, l'initiative du téléenseignement va prendre corps dans l'enseignement supérieur. Je suis en mesure de vous en dire beaucoup, mais je ne suis pas la voix la plus autorisée. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, le défi est là. Quels que soient les investissements que vous consentez dans la construction des infrastructures, les effectifs qui arrivent chaque année dans les universités publiques sont tellement importants. L'accroissement de ces effectifs fera que la construction des infrastructures ne sera pas la solution durable. N'aurait-il pas fallu penser à une délocalisation de nos universités? Comment? Par quel mode opératoire? Au plan national, par exemple, construire d'autres universités dans d'autres villes. Aujourd'hui, nous avons 4 universités publiques avec à l'intérieur de ces universités publiques, des instituts, des écoles de formation qui sont repartis sur toute l'étendue du territoire national. Malgré cela, la réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en situation d'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur. Parce que le jeune béninois qui est quelque part mal en ville, qui veut s'inscrire à la FASEC ou à la FADESP, il lui faut venir à Parakou pour le faire. Désormais, avec le téléenseignement, il n'aurait plus besoin de le faire. Il va rester à Malanville et depuis Malanville, une fois qu'il est inscrit, il suivra exactement les cours comme un étudiant qui est à Parakou. Donc, il faut envisager des solutions qui s'inscrivent dans la durée plutôt que d'investir de façon non coordonnée, de façon
inefficace dans la construction des infrastructures, en sachant que d'année en année, on va être débordé. Et la réalité, elle est là. Je pense que toute la communauté universitaire est unanime sur la question. Donc, je vous suggère très prochainement d'inviter le directeur général de l'Agence nationale de téléenseignement, le professeur Victorien Duyon, pour qu'il puisse vous dire davantage sur ce projet, qui est un projet qui révolutionne l'enseignement supérieur dans notre pays. Les AME, à ce niveau aussi, le gouvernement a exprimé un peu une sorte de regret, puisqu'on a parlé de revêtement qui n'aura finalement pas lieu. À cette frange de la population, ou non, d'acteurs de notre éducation, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours la motivation de pouvoir continuer à aller de l'avant? La motivation, elle est là. Cette motivation doit pouvoir exister avec notre capacité à continuer à mobiliser des ressources et à gérer toutes nos priorités dans une logique de développement intégré et durable. Aujourd'hui, la situation des AME n'est peut-être pas la chose la plus aisée au monde, mais ce n'est pas aussi la situation la plus précaire au monde en matière d'enseignement. Parce qu'avant d'en arriver là, nous avons connu le système des enseignants dit vacataire. Et aujourd'hui, sans vouloir dire que oui, les AME doivent se contenter absolument de la situation qui est celle de la réalité d'aujourd'hui, il faut continuer à faire le plaidoyer. Le gouvernement est de bonne foi. Moi, je suis convaincu que quand nous allons renforcer nos capacités de mobilisation des ressources, quand les moyens seront disponibles et que nous serons en mesure de reverser tous ces AME sans que cela fasse effondrer les équilibres sociaux, les équilibres économiques, les équilibres budgétaires, ça va se faire. Mais c'est une question de temps. Et je demande à nos frères et à nos sœurs AME d'avoir de la patience et de continuer à faire le travail avec la plus grande conscience professionnelle pour le bonheur de notre système éducatif. Alors, Rachidi Odio, promis pour être le hautement social, le second quinquennat, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce plan-là? Il est hautement social, vous ne voyez pas. Oui, le quinquennat est très hautement social. Si vous voulez, on commence tout de suite par l'ambitieux, le plus vaste programme social jamais existé dans notre pays, le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, qui comporte 4 composantes: la formation, le crédit, l'assurance maladie et l'assurance retraite. Entre 2022 et 2025, c'est plus de 6700 artisans qui en ont bénéficié. Le hautement social, ce sont aussi les 53,37 milliards de francs CFA investis dans l'emblématique programme de microcrédit aux plus pauvres. Avant, c'était 30 000. Avec Patrice Talon, on est passé de 50 000 à 100 000 et de 100 000 à 200 000. Aujourd'hui, c'est 636 000 bénéficiaires que nous avons à l'actif de ce programme à travers tout le pays. Le hautement social, c'est aussi lorsque l'État est capable de prendre en charge près de 570 000 jeunes filles scolaires à qui on fait des transferts financiers. Le hautement social, ce sont aussi les plus de 20 000 ménages qui sont pris en charge dans le versement du cash à la fin de chaque mois pour pouvoir les soutenir, étant donné que ce sont des ménages pauvres. Le hautement social, c'est dans la capacité que nous avons aussi développée pour prendre en charge les survivantes des violences basées sur le genre. Plus de 25 000 femmes sont concernées. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système juridique et institutionnel pour mieux protéger et promouvoir les personnes handicapées. 2200 cartes d'égalité des chances ont été distribuées à des personnes handicapées. Celles d'entre les personnes handicapées qui sont des entrepreneurs ont été soutenus par le gouvernement comme il se doit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du hautement social, ce n'est pas un slogan, ce sont des faits et ce sont des faits concrets. Le hautement social, c'est aussi lorsque le gouvernement est capable d'investir des milliards de francs CFA pour apporter de l'eau potable dans des régions que nous avons supposées condamnées pour avoir de l'eau potable pendant des décennies. Aujourd'hui, vous avez de l'eau potable dans les collines. Ce n'est pas du business, c'est du hautement social. C'est également l'investissement qui a permis de doubler en l'espace de 8 ans
les taux de décès rural en matière d'approvisionnement en eau potable. C'est aussi ça le hautement social. Le hautement social, ce sont aussi les 40 milliards de francs CFA qui ont été investis pour prendre en charge les familles vulnérables pour ce qui est de leur santé. Donc moi, ce que je dis, ce sont des chiffres, que tout le monde peut mettre en évidence. Les bénéficiaires, ce sont nos frères, ce sont nos mères, ce sont nos tantes, ce sont nos sœurs, à travers tout le pays. Et ceux qui veulent mettre à l'évidence la réalité sur le terrain de ce que nous avançons comme chiffres peuvent descendre, questionner les Béninois pour voir s'il y a un fossé entre ce que nous disons et la réalité du terrain. Vous avez près de 12 000 enfants de la rue qui ont été récupérés, qui ont été pris en charge comme il se doit à celle sociale. Et donc, je pense que, comme nous avons l'habitude de le dire, le système social dans notre pays, avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, était fragmenté. Nous l'avons rendu structuré, nous l'avons coordonné et aujourd'hui, les résultats sont là. J'espère qu'on aura un peu de temps pour parler du secteur de la santé. Vous avez évoqué la santé des populations. Oui. Au bout des 10 ans, il est observé, selon un certain nombre de professionnels du secteur de la santé, que le plateau technique doit être amélioré. Il est amélioré. Je commence d'abord par le sommet de la pyramide, avec ce que tout le monde sait, peut-être pas suffisamment, le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi, qui dispose d'un plateau technique de haut niveau, en imagerie, en radiologie et aussi en médecine nucléaire. Et c'est également là que vous pouvez avoir des salles pour la pratique de certaines chirurgies, en cancérologie, en cardiologie, même les chirurgies lourdes pour lesquelles, par le passé, dans ce pays, on optait pour la solution des évacuations sanitaires très coûteuses, la chirurgie thoracique ou encore la neurochirurgie. Lorsque vous descendez les CNHU HKM, pour la première fois dans notre histoire, sous le président Patrice Talon, nous avons doté les CNHU HKM d'unités de cardiologie, de chirurgie cardiaque, qui a permis de prendre en charge nos compatriotes qui souffrent de pathologie cardiaque de façon gratuite. 169 Béninoises et Béninois en ont bénéficié depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Toujours au CNHU, nous avons installé une unité IRM et surtout des scanners modernes dont ont été aussi dotés les centres hospitaliers universitaires départementaux de Lomé, du Zou et du Borgou. Et puis après, nous aimons bien le dire, il y a l'unité d'oncologie pédiatrique, le premier centre médical public béninois qui prend en charge les cancers pédiatriques. Ce centre a été construit avec le soutien de la Fondation Claudine Talon. Rien que sur l'année 2023, ce sont 121 enfants qui ont été pris en charge convenablement dans cette unité d'oncologie pédiatrique. Et après, vous avez la réhabilitation. Bon, vous avez vu, je pense, parce que le reportage a été diffusé à plusieurs reprises sur les antennes de Béné TV, l'hôpital de zone Savert-Ouessé, qui est quand même d'une architecture un peu différente par rapport à ce que nous connaissons dans le pays et qui est aussi d'un standing un peu différent. Vous avez la réhabilitation et la rénovation d'hôpitaux de zone et de centres hospitaliers universitaires dans un certain nombre de départements et surtout aussi la rénovation du pôle mère et enfant des centres hospitaliers départementaux de Natitengu. Nous, en ce qui concerne le personnel de santé, il y a eu sur la décennie le recrutement de plus de 3700 agents de santé, dont 806 médecins et aussi plus de 1200 agents de santé communautaires qualifiés. Et ce qui est impressionnant dans ce que nous avons fait sur le plan sanitaire ces dernières années, c'est l'intensification et la densification du réseau de relais communautaires. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 400 sur toute l'étendue du territoire national, dans les 546 arrondissements de notre pays, à relayer et à soutenir le gouvernement dans le déploiement des initiatives visant à l'amélioration de la santé de nos populations. Donc, le bilan dans le secteur de la santé aussi, c'est un bilan que l'on peut vendre, c'est un bilan dont on se vante parce qu'il est un bon bilan et parce que aussi les réalisations, les investissements qui sont faits sont des investissements colossaux. Des choses que nous n'avons pas vues par le passé.
quand le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Moukpati, était allé mettre en service l'unité d'IRM du CNHUHKM et aussi réceptionner les scanners, vous avez vu le commentaire qu'il a fait. Il est du secteur, c'est un praticien hospitalier, il a vu des choses depuis des décennies. Et au-delà du fait qu'il est le ministre de la Santé, il est tout simplement impressionné par la façon dont le président Patrice Talon a pris le secteur de la santé, l'importance, l'attention accordée à ce secteur et qui justifie dans une certaine mesure tous les investissements qui ont été consentis dans ce secteur-là. En prenant donc les rênes de notre pays en 2016, le président Patrice Talon a fait la promesse de révéler le Bénin. Est-ce que les fruits ont tenu les promesses des fleurs? Plus que. Oh, nous avons tellement eu de fruits qu'on se demande si on n'est pas au-delà des promesses. Non, je pense que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Le président Patrice Talon, après avoir prêté serment en arrivant à la tête de notre pays, a fait un diagnostic, il a fait l'état des lieux, il a fait des constats, il a fixé un cap. Et aujourd'hui, vous prenez secteur par secteur, les chiffres sont là, les réalités sont là. Le bilan, il est plus que bon. C'est un bilan qui nous donne entière satisfaction. C'est un bilan que tous les Béninois et toutes les Béninoises doivent célébrer à chaque instant. Et c'est tout ça qui nous permet tous les jours de rendre hommage à cet homme, le président Patrice Talon, pour ce qu'il a pu faire pour notre pays. Je pense que les bases sont solides. Le prochain président de la République a de la matière sur laquelle travailler. Et je crois que les 7 prochaines années seront davantage fructueuses pour notre pays parce que ce qui est fait, c'est du lourd, comme on le dit. Merci Rachidi Odio. Avec vous, nous parlions donc des 10 années du président Patrice Talon, ce que l'on peut retenir sur les plans éducation, santé et social. Merci d'être passé sur ce plateau. Comme je le dis à tous nos invités, ici c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci, merci cher Alain. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une courte pause et vous revenir juste après. Avec mon certificat d'enregistrement au cadastre CEC, je dispose d'une preuve officielle qui protège mes droits sur ma parcelle. Grâce au certificat d'enregistrement au cadastre CEC, de nombreuses opportunités s'offrent à moi pour plus de sécurité et plus de tranquillité. Prouver légalement la propriété présumée de ma parcelle. Connaître mon numéro unique parcellaire, NUP, vendre légalement ma parcelle, même sans titre foncier, obtenir un crédit auprès des institutions financières, éviter les ventes frauduleuses de ma parcelle, louer ma parcelle en toute sécurité. Pour toute information complémentaire, rapproche-toi du service du cadastre de la mairie ou appelle mon CEC, la garantie de la sécurité de mes droits fonciers. Pour à la signature. Si quelqu'un va rentrer en bon sens, le coureur, il sait que la route est balisée totalement. Mais ça peut vraiment être pénalité. Vous êtes seul sur votre vélo, vous devez pédaler. Si vous ne pédalez pas, vous faites dépasser. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps.
Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Anna. Retour plateau, mesdames, messieurs, et votre santé est importante pour nous et nous allons justement parler de cette santé-là. Et ce matin, on parlera un peu de la sécurité qui entoure le sang humain lorsqu'il est prélevé jusqu'à la disponibilité des résultats. Quel est le parcours? Quelles sont les précautions qui sont prises autour? On en parle avec Christelle Tongolo que nous installons. Elle est là, Christelle, bonjour. Bonjour Alain, ce matin. Ça va super bien et vous? Ça va, je me porte comme écharpe. Ce matin, vous avez décidé de parler avec nous sur la sécurité qui entoure le liquide vital, le sang. Exactement, vous le savez, une simple prise de sang peut révéler justement de nombreuses informations sur notre état de santé. Mais quel est le parcours de l'échantillon du prélèvement à la remise des résultats? C'est bien ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit bien évidemment de Dr Tatiana Baglo Agbodandé. Vous êtes médecin biologiste et chef service de la banque de sang au CNHU, également professeur d'université à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Bonjour docteur. Bonjour Christine. Bienvenue. Bonjour docteur et bienvenue chez vous. Merci. Alors, Alain, pour permettre aux téléspectateurs, enfin, j'ai glané, j'allais dire, quelques informations justement pour permettre aux téléspectateurs de se mettre dans le bain du sujet. De se mettre exactement dans le bain du sujet. Et j'invite justement la réalisation à nous envoyer le reportage. Tout commence au poste de prélèvement. À l'aide d'une aiguille stérile, un agent de santé prélève un échantillon de sang, le plus souvent au niveau du bras. Le geste est rapide, mais il doit respecter des règles strictes d'hygiène et de sécurité. Le sang est recueilli dans des tubes spécifiques puis immédiatement étiqueté avec des informations du patient. Cette étape est essentielle pour éviter toute erreur d'identification. Les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire d'analyse biomédicale. À leur arrivée, ils sont enregistrés et orientés vers les différents postes d'analyse selon les examens demandés. Dans la salle technique, les techniciens de laboratoire utilisent des équipements spécialisés pour analyser le sang. Lorsque les médecins font face à une pathologie donnée, pour le diagnostic, nous intervenons. Nous devons rechercher quels sont les gènes qui sont impliqués dans la survenue de ces pathologies afin d'aider le médecin à mieux orienter son traitement. Ces analyses permettent, par exemple, de rechercher une infection, de mesurer le taux de sucre dans le sang ou encore de vérifier le fonctionnement de certains organes. Tout au long du processus, des contrôles sont réalisés pour garantir la fiabilité des résultats. De la prise de sang jusqu'à l'interprétation des résultats, chaque étape compte. Un parcours discret mais essentiel pour poser un diagnostic et orienter la prise en charge du patient.
Et voilà donc le reportage, Christelle, qui nous plonge dans le sujet. Le sang n'est pas manipulé par n'importe qui et n'importe comment. Exactement. Et à ce propos, nous avons déjà notre invité qui va davantage nous éclairer. Alors, Madame Baglo, dites-moi, lorsqu'on effectue justement un prélèvement, on parle du parcours de l'échantillon. De quoi s'agit-il réellement? Merci. En fait, le parcours de l'échantillon, c'est l'ensemble des étapes que le sang parcourt depuis le prélèvement jusqu'à l'obtention du résultat par le patient. Donc, à partir du moment où on a prélevé le sang dans le tube, on va commencer un certain nombre d'étapes jusqu'à ce que le patient obtienne ses résultats en main, et c'est ce qu'on appelle parcours de l'échantillon. Quelles sont justement ces étapes-là, en fait? OK. Nous commençons, en premier lieu, on parlera d'abord de la phase préanalytique. La phase préanalytique, c'est la première étape dès que nous devons commencer à penser à faire l'analyse. Donc, ça commence par la prescription médicale. Nous voyons des patients qui viennent à l'hôpital sans un bon. C'est ce qu'on appelle communément un bon de sang. Donc, un médecin, normalement, doit avoir déjà examiné le patient et lui faire une prescription. Une fois que la prescription est faite, le patient se dirige alors à l'hôpital ou dans le service de prélèvement du sang. À ce niveau, il y a d'abord une vérification de son identité parce qu'il faut être sûr que le bon patient a en main la bonne demande. Donc, du coup, surtout le nom, l'identifiant, mais aussi l'âge, parce qu'il nous revient souvent d'avoir des personnes qui ont les mêmes noms et les mêmes prénoms. Dans ce Bénin, on a sûrement 2 personnes au moins qui possèdent les mêmes noms et les mêmes prénoms. Donc, il faut avoir l'âge pour être sûr. Et là, on vérifie vraiment en demandant au patient quel est votre nom. On ne dit pas, est-ce que c'est bien vous, telle personne? Non, on lui demande son nom et il répond que c'est bien lui et on vérifie. Une fois que la vérification est faite, là maintenant, on va entamer le processus. Bon, le processus est déjà entamé, mais là, on va voir les examens qu'il doit faire, rechercher les tubes, identifier les tubes et maintenant démarrer le processus du prélèvement même de l'échantillon. Et justement, pourquoi l'identification est-elle aussi importante? Là, c'est vraiment le nœud de notre travail. En fait, sans l'identification, on peut se tromper. On va donner au mauvais patient le mauvais résultat. Donc, il faut vraiment être sûr. Et ça, c'est vraiment très, très important. On dit même que la phase préanalytique constitue les 80% pratiquement des erreurs au laboratoire. Donc, ce qui fait qu'on vérifie, mais à tous les niveaux. Il faut faire attention à ne pas donner les résultats de Christelle. Allez, exactement. Par exemple. Exactement, parce que derrière tout tube, tout échantillon, c'est en réalité une personne qui est derrière. C'est un patient qui est derrière et ça, c'est très important. Donc, on vérifie plusieurs fois le tube, l'identification du patient, son âge et son nom, prénom, et ensuite, sur le tube, sur le bon. Et dès qu'on finit de prélever, même la personne qui prélève revérifie encore avant de prélever. Et une fois que le prélèvement est maintenant fait, et évidemment, avant que le prélèvement ne se fasse, il faut forcément vérifier le tube. Vous savez qu'il y a plusieurs types de tubes au laboratoire, donc les tubes sont en fonction des examens à réaliser. Donc, une fois que le prélèvement est fait, en respectant les règles strictes du laboratoire, on va ensuite prendre les échantillons et les ramener le plus tôt possible à l'intérieur du laboratoire, parce que la plupart du temps, la salle de prélèvement est à quelques minutes ou bien à quelques mètres, comme parfois des laboratoires même, des salles techniques de laboratoire. Donc, on amène les échantillons au laboratoire pour la suite du parcours. Et comment ces échantillons-là sont-ils transportés jusqu'au laboratoire? Pour pouvoir transporter les échantillons au laboratoire, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut forcément un contenant. Et ce contenant doit être thermostaté. Donc, on a un thermomètre à l'intérieur de l'échantillon. Qui sert à quoi?
qui sert à contrôler la température qui est à l'intérieur. Nous sommes tous d'accord que parfois, la température ambiante peut aller jusqu'à 40 degrés. Or, nous, la température doit quand même rester autour de 18-20 degrés. Donc, du coup, on est obligé de surveiller la température aussi bien à la salle de prélèvement lors du transport de l'échantillon et à l'intérieur du laboratoire pour qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de variation liée à la température, ce qui est très important. Et quand c'est au laboratoire, quelles sont justement les premières vérifications qui sont faites? Une fois que l'échantillon vient au laboratoire, à la réception, on a aussi les étapes de vérification encore, de l'identification inscrite sur le tube, mais aussi l'identification, le nom et le prénom et l'âge inscrit sur la demande. Une fois qu'on a et il faut qu'on ait une conformité vraiment entre l'identification du tube et l'identification de la demande. S'il y a une petite erreur, on déclare une non-conformité et on rejette le tube, malheureusement. Donc mais c'est pour le bien du patient. Si même l'âge n'est pas conforme, on est obligé de suspendre et de vérifier, de reprendre parfois même le prélèvement juste pour nous assurer qu'on est en train de vraiment bien faire notre travail. Une fois qu'on a vérifié ça, on va vérifier si le tube est conforme à l'analyse ou aux analyses du patient. On vérifie si la qualité de l'échantillon. On peut prélever un tube, ça arrive souvent chez les enfants, surtout que leur veine est très fine, où il peut y avoir du caillot dans le tube. Il y a des examens quand il y a du caillot à l'intérieur du tube, le résultat ne sera pas bon. Donc du coup, quand on vérifie, voilà, on doit vérifier que le tube ne contient pas du caillot. Parfois, il y a d'autres fois, on veut bien que le caillot se forme pour qu'on ait le surnageant sur lequel on va faire l'analyse. Mais sur certaines analyses, on n'a pas besoin d'avoir du caillot. Il ne faut justement pas avoir du caillot. Donc, il y a un certain nombre de critères de validation qu'on vérifie en fonction des analyses qu'on veut faire avant de transmettre maintenant l'échantillon à l'analyse pour la vraie partie de l'analyse, parce que certaines fois, on doit transformer encore ce tube-là et avoir les différentes parties du sang, parce que parfois on veut faire l'analyse sur tout le sang, mais d'autres fois on veut faire l'analyse seulement sur une partie du sang. Donc on fait ce qu'on appelle la centrifugation, et une fois qu'on a centrifugé, on a les différentes parties en fonction de l'analyse. D'autres fois, par exemple, si on veut faire ce qu'on appelle la NFS, l'hémogramme, on n'aura pas besoin de faire cette étape de centrifugation. On mélange bien simplement et on passe l'analyse à l'automate. Et passer toutes ces étapes-là, maintenant, vous venez à l'analyse de l'échantillon. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, à partir du simple prélèvement sanguin, quel type d'analyse peut-on réaliser? Vous l'avez déjà annoncé, la NFS déjà. Oui. En fait, à partir du simple échantillon, on peut faire énormément d'examens. On peut faire des examens pour voir les cellules qui sont dans le sang, c'est-à-dire l'hémogramme permet de compter et de voir la qualité, c'est-à-dire une étude quantitative et qualitative des cellules du sang. Et c'est l'hématologie qui le fait. Donc après, à part ça, il y a les examens qui permettent de voir les nutriments qui sont dans le sang. On peut voir la glycémie, on peut voir les électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium, les sels, pour dire communément, les différents types de sels qui se trouvent dans le sang. Mais il y a aussi les infections, les marqueurs d'infection qu'on peut aussi rechercher en prélevant tout simplement du sang. Mais il y a aussi les marqueurs de cancer. Il y a, en fait, dans le sang, on a vraiment la trace de tout. Et donc, ça nous permet, en fonction surtout de l'analyse et du contexte clinique, donc tout part toujours de l'examen clinique du médecin, parce que c'est l'examen clinique qui va alors orienter les examens demandés, justement. Et c'est avec cet examen clinique qu'on pourra, en fonction de ce que le médecin aurait demandé, qu'on va s'orienter. Sinon, on voit des gens venir à l'hôpital dire « je veux faire bilan ». Un peu difficile. Quel type de bilan? Alors qu'on a des centaines de paramètres, c'est un peu difficile. C'est toujours bien de commencer par l'examen médical qui va vous orienter si la personne est hypertendue. Il y a des examens qui sont plus orientés
pour cette personne, si la personne est diabétique, ainsi de suite. Si la personne a plus de 50 ans, par exemple, il y a des examens, ainsi de suite. Et quels sont les équipements technologiques, j'allais dire, que vous utilisez pour aboutir au résultat? OK. Les équipements sont en fonction aussi des bilans prescrits. Parce que si c'est pour faire, par exemple, l'hémogramme, qu'on appelle communément NFS, on aura des automates qui comptent les cellules. Si c'est pour faire doser les électrolytes, les nutriments, glucose, protéines qui se trouvent dans le sang, il y a aussi des automates qui sont spécifiquement dédiés à cela. Il y a des automates aussi qu'on appelle automates d'immunologie, qui vont aussi rechercher des anticorps, des antigènes, ainsi de suite. Mais il y a aussi une grosse partie de manuel, de tests qu'on fait, que les techniciens qu'on fait manuellement ou semi-automatiquement. En tout cas, parfois, c'est semi-automatique, c'est-à-dire une partie automatisée, une partie manuelle. D'autres fois, c'est carrément du manuel et parfois de l'automatisé. Alors, une fois les analyses réalisées, comment les biologistes s'assurent-ils justement de la fiabilité des résultats? C'est le nœud du sujet. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que tout résultat qui sort d'un automate, si un automate n'est pas forcément ce qu'il faut. Ça, c'est très important et on le dit. Oui, l'automate nous aide, mais après, il y a ce qu'on appelle la validation technique. D'abord, donc, il y a la validation technique, il y a des règles du jeu, je vais dire, des règles de notre métier qui nous font dire ce résultat qu'on a est un bon résultat, c'est crédible déjà. Cette étape-là, c'est de savoir si le résultat est crédible ou pas. Si le résultat, par exemple, s'il y a un caillot de sang dans le tube, et on n'a pas vu. Parfois, il peut avoir de caillots de sang. Quand le caillot n'est pas très gros, on peut ne pas voir. Il peut passer inaperçu. Il peut passer inaperçu. Okay. Mais en fait, il y a des règles qui font qu'une fois l'analyse faite, quand vous voyez les résultats, vous allez vous dire, ça, c'est pas bon. Il y a un problème, et ça, c'est pas bon. Alors, je retourne derrière pour revérifier ou alors même si je ne trouve pas le caillot, je ne peux pas rendre ce résultat-là, tout simplement parce que ce résultat n'est pas techniquement validé. Donc, on parle même déjà de la crédibilité même du résultat. Je prends l'exemple, vous avez un tube où l'échantillon est quand même assez conséquent, le sang est bien rempli dedans, mais une fois que vous avez, on passe l'échantillon, par exemple, pour faire NFS, et le taux d'hémoglobine est très bas, ou c'est le contraire, vous allez vous dire qu'il y a un problème. Donc, du coup, on va reprendre encore le processus depuis le début, parfois même reprélever le patient. Peut-être que l'automate n'a même pas pipetté l'échantillon. Donc, on reprend déjà l'analyse et si vraiment ça nous redonne toujours la même chose, on va à la source, on va voir le patient. Parfois, on doit se déplacer vers le patient pour constater ce qui se passe. Parfois, le patient a tout simplement mangé. OK. Oui, parce que c'est interdit de manger lorsqu'on veut faire. Ce n'est pas interdit. Okay. Ça dépend des analyses à faire, en fait. Parfois, c'est il est sous un certain nombre de médicaments qui change complètement les résultats. Et donc, avant de sortir, de dire, oui, ce résultat est crédible, il y a des vérifications à faire. Docteur, est-ce qu'il est déjà arrivé, par exemple, que des résultats qui n'ont pas été validés ou rentrent dans le circuit et parviennent aux médecins prescripteurs? Normalement, non. Normalement, non. Parce qu'après cette validation technique, il y a plusieurs SCUTF. Après cette validation technique, il n'y a encore pas derrière la validation biologique. Okay. Donc, il y a tellement de niveaux, d'étapes, de corps de contrôle qu'on n'aura pas, normalement, en tout cas, si tout va bien, on ne devrait pas avoir un résultat anormal qui va au niveau du médecin. Maintenant, le problème qu'on a, c'est des problèmes on n'a pas de contexte clinique. Comme je vous explique tout à l'heure, quelqu'un vient simplement pour dire je vais faire bilan. Le problème, la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de validation biologique, le médecin doit voir si tous les résultats, même s'ils sont validés techniquement, est-ce qu'ils sont conformes au contexte clinique du patient? Mais est-ce qu'on a le temps de vérifier tous ces paramètres? Oui, on est obligé. C'est notre métier.
Et c'est vraiment obligatoire. L'objectif, c'est de soigner. L'objectif, c'est de soigner, effectivement. effectivement. Sortir un mot. Comment est-ce que vous réagissez face à l'urgence? Exactement. Non, il y a des examens en urgence. Il y a très rapidement, le circuit d'urgence existe. Par exemple, si on a 10 échantillons et on a un échantillon qui vient même, je vais dire, à 10 heures. On a un certain nombre d'échantillons en attente déjà et à 10 heures, on nous dit urgence. On va sauter on va laisser les autres d'abord et passer en priorité cet échantillon-là. Donc tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit l'infirmier, le technicien et le biologiste, on est tous braqués d'abord sur cet échantillon. Donc les étapes vont être faites plus dans l'ordre d'arrivée de l'échantillon, mais on passe l'échantillon par le circuit d'urgence. Et là, s'il le faut, on appelle le médecin pour pouvoir être sûr, est-ce que si jamais on n'a pas les informations, sinon, normalement, par exemple, au CNHU, on arrive à éduquer, il y a des collaborations, des interfaces clinico-biologiques. On parle des réunions où on discute, on s'assoit, on discute souvent pour essayer de s'entendre, de se comprendre. S'il y a des informations dont on a besoin pour bien faire notre travail, pour ne pas être tout le temps obligé d'appeler les médecins. Donc ça fait que ça nous permet de sortir très rapidement le résultat en fonction de l'urgence de la situation. Je rebondis là-dessus. Combien de temps exactement faut-il généralement entre la prise de sang et l'obtention des résultats? OK. En fait, par rapport à l'obtention au délai, le délai varie en fonction de l'examen, en fait. Et l'examen demandé. Il y a des examens, le délai, c'est moins d'1 heure. En moins d'1 heure, vous pouvez avoir vos résultats. En moins de 2 heures, vous pouvez avoir vos résultats, mais tout dépend du type d'examen. S'il y a une urgence, par exemple, et si on demande un hémogramme, il y a une étape de l'hémogramme où on doit regarder les cellules une à une, vraiment le frottis, l'étude du frottis sanguin. Si le médecin demande l'hémogramme en urgence, je vais peut-être lui donner, par exemple, la partie automatisée en attendant de lui donner la deuxième partie. Ce qui fait que s'il a besoin du taux d'hémoglobine, il l'a déjà. S'il a besoin d'un certain nombre de paramètres, d'avancer en attendant que je lui complète la seconde partie qui peut prendre un peu plus de temps. Donc, c'est vraiment en fonction de est-ce que c'est une urgence ou pas? Est-ce que c'est quel type d'examen? Il y a des examens qui vont faire, par exemple, 2-3 jours. Il y a d'autres qui vont faire 24 heures, tout simplement parce qu'il nous faut avoir plusieurs tubes, plusieurs demandes, en fait, pour pouvoir ne pas perdre trop de réactifs aussi. Parce qu'il y a des automates qu'on va préférer manipuler 10 échantillons ensemble, parce que c'est comme ça. Sinon, si on manipule un tube seul, ça veut dire qu'on perd quand même les 9 autres dans tous les cas. Ce qui n'est pas efficient. Ça implique des règles d'hygiène et de sécurité. Donc, il faut quand même, en fonction des examens, et souvent, ce n'est pas les examens d'urgence. C'est fait comme ça. Les examens d'urgence sont souvent en unitaire. Dès que le tube vient, on passe l'échantillon. Mais quand c'est des examens qui ne sont pas forcément d'urgence, on peut avoir des automates qui nous obligent à attendre peut-être un certain nombre de tubes avant de passer en groupe de 10, en groupe de 7 ou en groupe de 5, en fonction de l'automate qu'on a. C'est ça. Voilà. Et quelles sont les règles d'hygiène qui sont j'y arrive. Quelles sont les règles d'hygiène qui sont observées justement avant manipulation de l'échantillon? OK, avant manipulation de l'échantillon. Déjà même, tout au début, avant même le prélèvement, il y a un certain nombre de règles d'hygiène parce que, vous savez, sur la peau, nous avons des gemmes. Nous circulons, on a des... Donc, lave les mains. Voilà, donc du coup, le technicien ou l'infirmier qui doit prélever se lave déjà les mains systématiquement, entre chaque patient. Systématiquement, entre chaque tâche, il doit se laver les mains et ensuite porter des gants. Vous avez vu un peu dans l'émission que vous avez présentée tout à l'heure. Voilà, donc il y a les gants qu'il doit porter et donc il a des étapes. Par exemple, il ne doit pas serrer un garrot trop fort, il doit nettoyer avec de l'alcool correctement. Même la surface qu'il va utiliser doit être nettoyée entre chaque patient. Une fois au laboratoire aussi, il y a les règles d'hygiène où on doit être à minima forcément en gants parce que c'est quand même des échantillons, c'est potentiellement transmissible. Donc, du coup, il faut forcément porter des gants.
pour pouvoir. Alors, comment expliquez-vous le fait que certains résultats donnés ailleurs soient hypothéqués à un autre endroit? Qu'est-ce qui explique cela? Non, bon, parfois, comme je dis, on peut ne pas avoir les bonnes informations pour pouvoir avoir les bonnes interprétations. Donc, tout dépend de est-ce que nous avons eu les bonnes informations pour interpréter, parce que ça, c'est important. On voit des informations qu'on n'a pas, où on n'a pas mis le motif. On met bilan. Quand on met bilan, le médecin biologiste ou bien le technicien ne sait pas forcément pourquoi il fait l'analyse. Donc, du coup, il faut forcément quand même qu'on ait les informations pour une bonne interprétation. Et donc, normalement, dès qu'on a une bonne interprétation, tout va bien. Docteur, dites-nous, il y a quand même un vécu que certains Béninois expérimentent depuis quelques années, même quand ils vont dans des laboratoires, dans des cliniques privées, faire les examens et que les résultats sortent. Parfois, quand ils arrivent au CNHU ou bien dans les structures publiques, on demande de reprendre ces examens une fois encore pour aboutir, dans la plupart des cas, au même résultat. Pourquoi cette situation? OK. En fait, il y a des règles, en fait. Et je prends l'exemple du groupage sanguin. Le groupage sanguin, on dit quoi? Même en Europe, partout, il faut avoir 2 groupages sanguins. Forcément, pour que nous puissions, on dit il faut avoir 2 déterminations. Donc, quand on fait une fois, vous venez avec, quand vous venez au CNHU, vous ferez la 2e fois. Puis pour qu'on puisse avoir forcément les 2 déterminations, surtout que c'est un examen, c'est médico-légal. Si on fait une erreur, la personne peut en mourir. Donc, on ne peut pas se fier à une seule détermination. Et même lors de cette seule détermination, une fois que le tube arrive au laboratoire, tenez-vous tranquille, c'est 2 techniciens qui doivent manipuler systématiquement. Donc, avec la recherche de la certitude du résultat, en fait. Donc, même si ça vient au laboratoire, un seul tube est manipulé par 2 techniciens différents, avec 2 lots de réactifs différents. Donc, du coup, obligatoirement, la règle, par exemple, pour le groupage, je prends l'exemple simple du groupage sanguin, on doit avoir 2 groupages sanguins avant de se dire qu'on est vraiment groupé. En fait, on parle de 2 déterminations. Et à chaque détermination, une fois au laboratoire, la règle impose au laboratoire que 2 techniciens puissent manipuler avec 2 lots de réactifs différents. Et donc, du coup, si on a une seule détermination, parfois, on est obligé de redemander systématiquement un 2e contrôle pour être sûr, en fait. OK. Voilà. Pour être sûr de la fiabilité des résultats. Loin des résultats, moi, j'ai encore une petite question pour notre invité. Oui, parlons de la transfusion sanguine. Quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez à ce niveau pour que le patient ou bien celui qui sera transfusé soit aussi en sécurité? Le circuit de la transfusion sanguine est encore un autre circuit. C'est différent du circuit des examens biologiques. Mais effectivement, il y a le donneur. Tout commence par le donneur qui vient volontairement, ça c'est très important pour nous, volontairement, bénévolement donner son sang. Parce que celui qui vient volontairement, il n'a aucune contrainte derrière. Donc, s'il n'est pas dans les règles pour pouvoir donner, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Donc, du coup, il vient volontairement. Il y a un examen, une sélection médicale qui fait qu'on peut éliminer, en tout cas, on peut dire que certains ne sont pas légitimes, en tout cas, pour pouvoir donner du sang. Et donc, si finalement on valide la personne, on dit oui, ce donneur est bon pour donner, il ira donner. Et il y a toutes les règles à respecter pour pouvoir prélever le sang. Une fois prélevé, évidemment, on va examiner, on va qualifier l'échantillon, c'est-à-dire le sang prélevé doit être qualifié avec des examens énormes qu'on doit faire, les examens de VIH, d'hépatite B, hépatite C, tout ça. Une fois qu'on a qualifié la poche, on vérifie et à chaque étape, il y a plusieurs personnes qui font les mêmes étapes pour être sûr toujours qu'on ne se trompe pas. Et maintenant, quand on finit le circuit, le tube, les poches sont ensuite transmis à la banque de sang qui va distribuer. Et lors de la distribution, il y a encore le groupage à contrôler. Une fois, même si le patient ne paye pas, même si le patient vient avec son
groupage. Ce pourquoi on a l'impression que ça traîne un peu avant qu'on ne cède les poches, c'est qu'il y a encore, on refait toujours le groupage. Systématiquement, on parle de contrôle quand même, pour être sûr que le groupage qui est écrit sur on ne donne pas le mauvais sang au mauvais patient. Donc, on fait le test, on fait encore des tests de compatibilité au laboratoire, c'est-à-dire on mélange le sang du donneur avec le sang du receveur dans un tube pour être sûr que c'est bon, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'agglutination et qu'une fois qu'on va transfuser, il n'y aura pas de problème. C'est après tout ça qu'on va céder la poche au patient. Et une fois arrivé au lit du malade, il y a encore des contrôles. Contrôle d'identité, on parle de contrôle ultime de concordance et contrôle au lit du malade, test de contrôle ultime au lit du malade que l'infirmier ou le médecin doit faire. Et il faut que tout ça soit bon avant qu'on ne commence la transfusion dans les règles d'hygiène du laboratoire. Les règles d'hygiène, est-ce qu'il y a-t-il des précautions particulières que les patients doivent faire avant tout prélèvement? Voilà, avant tout prélèvement, moi je dis souvent, si vous avez du prélèvement, ce n'est pas une urgence, souvent informez-vous de ce qu'il faut faire. Il y a des prélèvements, on n'a pas besoin de rester à jeun, tout simplement. Et il y en a, on a besoin de rester à jeun. Il y a des prélèvements, par exemple, et il faut faire un certain nombre d'attitudes. Il faut avoir un certain nombre d'attitudes dans les 3 derniers jours, par exemple. Donc, si on ne se renseigne pas, on peut ne pas savoir. Mais ce qui est commun, on dit souvent de ne pas manger. Mais comme je dis, ce n'est pas tous les examens. C'est pour la plupart du temps. Exactement. Merci, docteur. Et pour finir, est-ce qu'il est important, pourquoi est-il important pour chacun justement de ne pas négliger cette étape-là du diagnostic? C'est l'étape de prélèvement, c'est ça. L'étape de prélèvement, c'est comme je disais, c'est pratiquement le plus... En fait, on a réussi à minimiser les risques d'erreurs liées à la phase analytique, c'est-à-dire la partie du laboratoire. On a réussi à minimiser les erreurs sur le plan mondial et scientifique, les erreurs liées à la phase post-analytique. On s'est rendu compte que le gros des erreurs du laboratoire, des non-conformités du laboratoire, est aujourd'hui lié, la grosse partie est liée à la phase pré-analytique, c'est-à-dire à la phase liée au patient, au prélèvement et à l'identification du patient. Eh bien, donc, il est important. On aura fait un peu le tour. Hein. Merci beaucoup, docteur. Merci, Christelle. J'espère que nos amis téléspectateurs ont eu l'essentiel. Hein, et que si vous êtes, si vous êtes dans la situation, il faut donc savoir quoi faire. Ce que nous allons faire, par contre, nous le savons, on va marquer une pause et on vous revient. La diversification alimentaire est essentielle pour la croissance et la santé de nos enfants. À partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. L'enfant a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour bien se développer. Ajouter à son assiette des aliments locaux comme du mil, du maïs ou du riz pour l'énergie, du poisson, des œufs ou des haricots pour la force, des légumes verts et des fruits pour les vitamines. Une alimentation diversifiée aide l'enfant à grandir, à mieux apprendre et à résister aux maladies. Proposer des repas adaptés, riches en couleurs et en saveurs. Avec une bonne diversification alimentaire, nous donnons à nos enfants les bases d'une vie saine et prospère. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine
et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Événement à la une, dans notre pays, les consommateurs ont parfois l'impression d'être laissés pour compte au déboire. Eh bien, il y a de nouveaux défis certainement qui pointent à l'horizon. On en parle avec Ghislaine Adibi, ça va être événement à la une. Ghislaine, bonjour. Bonjour Alain, bonjour le Bénin. Comment ça va, Bamidele? À merveille. À merveille. Toujours. Ce matin, vous avez décidé de parler des nouveaux défis dans le monde du consumérisme. Ah, est-ce que c'est moi qui l'ai décidé? Je trouve que c'est une idée de Karamat Agwatao que nous partageons. Et bien sûr, puisque la journée internationale des droits du consommateur, c'était hier, le 15 mars. Oui. Et c'est sûrement ça qui a donné envie à Karamat d'en parler ce matin. Et elle m'a commise à cette tâche. Et comme je suis une enfant docile à sa tata voilà, Karamat, je suis là pour accomplir votre mission. Voilà, je suis très docile, très respectueuse. Tata Karamat, je suis là pour accomplir votre mission. Alors, Tata Karamat m'a demandé de recevoir ce matin M. Romain Khouéou, qui est le président de la Ligue pour la défense du consommateur béninois. M. Khouéou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, comme vous le voyez. Il y a belle lurette. Oui, je suis dans l'admiratif de votre nouveau studio. Merci. Je ne suis jamais arrivé dans ce studio. Et bonjour Alain. Bonjour. Je crois que c'est un plaisir pour moi d'être invité ici dans ce nouveau studio et maintenant. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Et c'est parti pour longtemps. Hein. J'espère que vous n'allez plus nous fausser compagnie comme ça. Vous n'allez plus nous lâcher. Hein. Je ne suis allé nulle part. C'est vous qui m'avez lâché. Bon. On ne va pas faire ce débat. Ça risque de nous amener au tribunal. On ne va pas faire le procès ici. Ça risque de nous amener au tribunal. Voilà. Désolé pour
m'avoir un peu cabossé ce matin, une petite toux. Peut-être que j'ai mangé le vilain chat. Mais n'empêche, on va quand même parler du droit du consommateur. Le thème cette année, c'est produits sûrs, consommateurs confiants. Et ce matin, sur Bonjour le Bénin, nous nous intéressons à la sécurité des produits, notamment les aliments. Au Bénin, la question de la qualité et de la sécurité alimentaire reste une préoccupation majeure pour les consommateurs. Alain l'a dit tout à l'heure dans son introduction. Monsieur Roux, dites-nous, qu'est-ce que la Journée internationale du droit du consommateur représente réellement pour le Béninois? Merci. Je voudrais d'abord dire bonjour aux Béninois qui me suivent et dire que la Journée mondiale du consommateur est un événement mondial, pas seulement béninois. Et je dois rappeler que cette journée remonte à une action politique forte de l'an 62, où le président américain, pour la première fois, John Kennedy, a reconnu que les consommateurs ont des droits. Donc il a prononcé un discours historique devant le Congrès américain pour faire savoir que tous ceux qui achètent avec leurs ressources personnelles du bien et des services sont des consommateurs qui ont des droits. Donc le point de départ, c'est là. Mais par la suite, le mouvement a grandi et le monde entier a adopté aux Nations Unies cette journée-là, qui est la journée consacrée pour célébrer les droits des consommateurs. Pour revenir sur le thème de cette année et au Bénin. Produits sûrs, consommateurs confiants. Je crois que vous avez souri lorsque vous avez parlé des produits béninois. Au niveau global, d'abord, je voudrais vous dire ceci. Avant qu'on ne choisisse un thème pour célébrer la Journée mondiale des consommateurs, il y a une étude qui est faite. Et par rapport aux produits sûrs, on a sondé 21 sites de commerce en ligne de 21 pays de l'OCDE. Et il a été révélé que 87% des produits rappelés, dont les produits non sûrs, rappelés, sont toujours en vente. 87% sont toujours en vente. Alors qu'ils ont été non sûrs, ont été rappelés, mais ils sont toujours en vente. Première chose. Mais on a regardé dans tous les pays des Nations Unies, on a vu que 44% seulement ont de la réglementation sûre qui protège les produits vendus aux consommateurs. Des statistiques qui alertent le monde entier. Donc, ça vous dit quoi? Tout ce que nous achetons, des jouets des enfants, juste aux produits d'équipement électronique, en passant par les médicaments. Et les produits alimentaires aussi. En passant par les produits alimentaires aussi, il y a une proportion élevée de produits moins sûrs, non sûrs aujourd'hui. C'est ça qui inquiète l'humanité, c'est ça qui inquiète Consommateurs International. Et on s'est dit, il faut qu'on lance une campagne pour éveiller la conscience des décideurs qui doivent travailler pour mettre en place la réglementation. Donc, par rapport au Bénin, je souris parce que les produits alimentaires que nous consommons, nous les savons tous. Et vous avez travaillé là-dessus, nous également. Quand vous allez dans les champs où nos producteurs cultivent les biens alimentaires que nous mangeons, nous tous, du chef de l'État au bébé qui est né aujourd'hui. Regardez les intrants agricoles chimiques qui sont utilisés pour désherber. Les intrants agricoles chimiques qui sont utilisés pour fertiliser ce que nous mangeons. Ils ne sont pas sans conséquences, ces produits-là, sur la santé du sol et sur la santé des consommateurs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, regardez, allez dans nos marchés aujourd'hui pour voir les fruits et légumes qui sont normalement produits ici et vendus sur nos marchés. Je ne sais pas si c'est le manque de ressources financières qui amène nos parents à court-circuiter le cycle de maturation des produits, qu'on parle des fruits, et asperger des intrants agricoles chimiques sur les légumes dont les effets ne sont pas encore disparus et qui sont récoltés et vendus sur nos marchés, que nous achetons et nous mangeons. Donc, nous mangeons du chimique massivement dans nos plats. Alors que nous mangeons des produits non à manger du naturel. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie dans cette histoire? Nous sommes tenus de manger naturel puisque nous sommes des vivants. Mais nous mangeons beaucoup plus de chimique. Pourquoi? Il y a de l'ignorance dans l'utilisation de ces produits-là. Il y a aussi la question de méconnaissance du cycle de maturation des produits qui sont récoltés, notamment des fruits. C'est extraordinairement grave. Les fruits aujourd'hui, bananes, mangues, avocats et autres bananes, ne finissent plus leur cycle de maturation.
sont récoltés, ils sont vendus. Mais on utilise des produits chimiques pour accélérer leur mûrissement. Nous les achetons, nous les mangeons. Le danger... Parce qu'on n'a pas le choix, justement. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce qu'il n'y a pas une diversification de l'offre. Une partie qui propose le bon et une autre qui propose le mauvais. Tous vont sur le même marché. Et les consommateurs, nous sommes ignorants de ces questions-là parce qu'on ne regarde pas de près. Oui, mais monsieur ce qui se passe. Je ne vous arrête pas, mais quand vous semblez accuser le consommateur de cette manière, les corps de contrôle font quoi? Merci beaucoup pour cette question-là. Les corps de contrôle existent, mais sont-ils suffisants? Sont-ils suffisamment outillés pour faire des prélèvements, analyser, identifier et retrouver dans ces produits-là l'élément dangereux? La question, on se la pose. Parce qu'il faut d'abord de la réglementation. Il faut des équipements. Il faut des laboratoires, il faut des ressources pour accompagner cette politique de vérification de la qualité de ce que nous mangeons. Donc la question est là. Pour l'alimentaire, il y a une menace sur la santé. Je vais vous dire, j'ai regardé les statistiques, les maladies non infectieuses aujourd'hui dont nous parlons, les accidents cardiovasculaires, 7% de nos décès au Bénin ici sont liés aux maladies non infectieuses. Oui. 7%. Et 22% de Béninois sont aujourd'hui hypertendus. 22%. La norme africaine, c'est 30 à 35%. Ce n'est pas une joie pour nous de dire, OK, nous sommes en dessous de la norme. Mais nous sommes déjà dans une marge critique. 22%, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Donc, on doit agir pour préserver le minimum de notre santé parce que les investissements dans les santé publiques par l'État grimpent aussi. J'ai suivi tout à l'heure un peu l'émission sur la question des analyses des services de santé. J'ai suivi. Mais le protocole, les équipements, il y a des efforts qui ont été faits par l'équipe gouvernementale qui est là, mais ce n'est pas encore suffisant par rapport au problème qui est là. Donc, Madame chère Adimi, l'alimentaire au Bénin aujourd'hui est un problème sérieux. Sérieux parce qu'on doit reformer le corps agricole. Nous allons continuer à éveiller la conscience des consommateurs pour mieux choisir sur nos marchés les produits qui doivent créer moins de dégâts pour leur santé. Et quand on parle de droits de consommateur, il faudrait déjà que le consommateur soit informé de tous ces préalables, soit informé qu'il y a des défauts sur ce qu'il doit consommer. Et il faudrait aussi que le consommateur sache qu'il a des droits. Oui. Et qu'il sache qu'il a le droit d'aller porter plainte quand il n'a pas ce qu'il lui faut. Est-ce que le consommateur béninois a tout ça là à sa disposition? Et que fait la Ligue justement pour accompagner le consommateur dans ce sens? Je souris parce que, bon, il y a eu un travail important qui a été fait. Bientôt 20 ans, la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin a conduit un plaidoyer intense qui a été entendu par l'État. Et le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de loi protégeant les consommateurs. Nous sommes allés au Parlement, nous avons travaillé avec la commission des lois. Une loi a été votée en 2007. Je la montre ici pour que vos caméras puissent la voir. C'est la loi 2007. 2007-21 du 16 octobre 2007. Cette loi-là a été votée, mais le problème, les tests d'application n'ont pas été pris. Bientôt 20 ans. Donc, lorsqu'on vote une loi et les tests qui l'appliquent ne sont pas pris, comment est-ce que... La loi reste morte. Elle est morte. Comment est-ce que l'administration publique, comment est-ce que les consommateurs, comment l'industrie va se discipliner en s'inspirant de ce que la loi prévoit? Donc, il y a un effort à faire à ce niveau-là. Je plaide pour ça, à partir de ce studio. On ne peut pas mieux défendre les consommateurs s'il n'y a pas une réglementation. Et la loi donne le cadre, le format et alerte sur les menaces, sur les sanctions qu'on peut encourir lorsqu'on viole la loi. Mais lorsqu'elle n'est pas opérationnelle, tout est en liberté. Et nous sommes livrés au marché. Malgré notre bonne foi, malgré l'efficacité de nos actions, s'il n'y a pas une réglementation qui encadre nos actions, qui sécurise nos actions et qui donne à l'État le pouvoir de réprimer et de mobiliser les ressources pour continuer à éduquer les consommateurs, nous sommes livrés au marché. C'est ça le problème.
Alors, au Bénin, les consommateurs achètent beaucoup leurs produits au marché, dans les grandes surfaces. Oui. Je veux parler des supermarchés et autres. Mais est-ce qu'on peut déjà leur rappeler les droits fondamentaux en tant que consommateur? Bien sûr, absolument. Et pour parler des droits fondamentaux, la loi béninoise qui protège les consommateurs est inspirée d'un test international des principes directeurs des Nations Unies portant protection des consommateurs qui a été voté aux Nations Unies en 1985. Et nous avons transposé ces principes-là dans la loi béninoise. Il y en a 8. Le consommateur a le droit à la satisfaction aux besoins essentiels. Ça, je le lis pour que ça puisse passer correctement. Le deuxième droit, c'est le droit à une garantie sur le produit. Une garantie sur le produit. Le troisième, c'est le droit à l'information. Le quatrième, c'est le droit au choix. C'est-à-dire, dans un marché, il doit y avoir une diversité d'offres pour que le consommateur puisse choisir en toute responsabilité. Le droit à la représentation, nous l'avons exercé ce droit-là parce qu'on a représenté les consommateurs au niveau de beaucoup d'instances de prise de décision, ce qui a permis à la Ligue de contribuer à l'élaboration de politiques de développement dans beaucoup de secteurs. Le Bénin nous a donné l'occasion de le faire. Le droit au recours, quand vous avez acheté un produit et le produit est mauvais, ou c'est avéré, comment on dit ça, mal fabriqué, vous pourrez recourir, repartir, ou rester en justice le fabricant ou le prestataire de service. C'est votre droit. Le droit à l'éducation. Tout ce que nous achetons sur nos marchés, on doit être éduqué sur l'identité, la composition et comment il faut l'utiliser. Le droit à l'éducation. Le droit à un environnement sain. Le consommateur doit veiller ou doit bénéficier d'un environnement sain parce que l'industrie, des fois, en produisant, pollue l'environnement. Donc, il a le droit à un environnement sain. Mais il n'a pas que des droits. Il a aussi des responsabilités. Parce qu'on parle de droit, on oublie qu'on a des responsabilités. Et restant sur les droits, allez, je pense qu'on doit porter plainte. Hein? Ah oui? Parce qu'il y a beaucoup de droits qui ne sont pas respectés. Ils sont bafoués, là. Ah là, ça c'est clair. On doit porter plainte. C'est cela. D'accord. Alors, quelles sont nos responsabilités alors, là, en tant que consommateur? Les consommateurs en ont 5. Le consommateur doit être actif. Il ne faut pas être passif. Donc, il doit être actif parce qu'il doit décider à se défendre. Vous venez de le dire. Vous devrez vous défendre. Il faut rester passif, à se défendre lorsqu'il sait que sa cause est honnête et juste. Justement, M. Abilékoué, moi je voudrais comprendre, le consommateur parfois il a l'impression d'être laissé pour compte et parfois il se demande ce que font les nombreuses associations de défense des droits des consommateurs. Finalement, c'est quoi vos défis? J'ai suivi votre introduction lorsque vous avez sorti cette phrase. La Ligue est née le 20 février 1998, ça fait près de 30 ans. Oui. Mais vous savez, je l'ai abordé tout à l'heure, quelle que soit l'expérience, l'expertise que vous avez, si dans votre pays, il n'y a pas un encadrement législatif et réglementaire, vos actions restent limitées. Okay. Le clou est là. Donc, nous avons limité nos actions sur l'information, la dénonciation, l'alerte. Ce sont des activités autour desquelles on a consacré nos efforts. Parce que nous ne sommes pas capables d'ester en justice, c'est-à-dire un industriel ou un commerçant qui enfreint aux droits du consommateur. Donc il y a une faiblesse qui est à ce niveau-là. Et qu'en faut-il faire aujourd'hui alors? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, je plaide également à ce niveau-là, s'il faut relire ce test qui est vieux de 20 ans presque et l'adapter aux enjeux et aux défis de la consommation, il faut le faire. Ensuite, il faut prendre les tests d'application. C'est capital parce que notre pays se développe, fort heureusement. Et il y a beaucoup d'industries qui s'installent au Bénin, beaucoup de commerçants qui s'installent au Bénin. Mais si on laisse le consommateur livré à ce marché-là, le consommateur étant l'agent économique le plus important, qui fait le chiffre d'affaires des opérateurs, mais finalement l'économie va en souffrir après. Parce qu'il y aura tellement de dégâts au niveau sanitaire, de dégâts au niveau économique, et finalement, c'est le Bénin qui va en souffrir. Donc, il est important que le consommateur devienne une priorité de l'action publique afin que les tests soient pris pour le protéger. Alors, M. Ekweou, que faites-vous ou que faire pour que chaque Béninoise et chaque Béninois se sente dans la peau de défenseur, de consommateur qu'il est lui-même? Excellent. Mais vous êtes déjà invité à devenir membre de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin parce que, vous savez,
on parle des acteurs de la société civile. Les associations de consommateurs sont une particularité parce qu'elles jouent le rôle de complément des actions publiques aux côtés des États. Et elles sont ce qu'on appelle les régulateurs des marchés de la consommation. Donc, un citoyen doit connaître ses droits en tant que consommateur et il est différent d'un client parce que le client achète pour le compte d'une tierce personne ou d'une tierce entité. Mais tu prends tes ressources pour acheter des produits impurs sans le savoir. Tu achètes tes ressources pour payer des services non qualifiés. Mais au finish, tu perds 40% de ces revenus après pour des dommages ou pour des soins de santé. Donc, le consommateur doit se sentir membre d'une organisation parce qu'il apprendra beaucoup des meilleurs comportements et des attitudes à avoir sur les marchés. C'est capital. Alors, d'ici 2030, parce que nous sommes en train de finir, on n'a plus assez de temps. Ah bon, déjà vous allez revenir, c'est clair, il y a beaucoup d'autres aspects le temps passe vite qu'on va aborder. Mais avant de finir, dites-nous, d'ici 2030, quels sont les principaux défis aujourd'hui liés aux droits des consommateurs? D'ici 2030, il faut que absolument le Bénin revoie cette loi-là, prenne les tests d'application et qu'on mette en place les instances en charge du dialogue tripartite entre l'industrie, l'État et les consommateurs, afin que les préoccupations des consommateurs soient prises en compte. Cela contribuera au renforcement du capital humain pour lequel nous travaillons. Cela va permettre que les consommateurs ne subissent plus les abus du marché au niveau économique, au niveau juridique, au niveau sanitaire. Parce que 2030, c'est déjà là. Oui. C'est déjà là, ce n'est plus pour longtemps. 2030, c'est dans. Mais il y a une action forte que je voudrais, pour finir, suggérer. C'est ça le mot de la fin. Le 30 octobre 2025, le 30 octobre dernier, les Nations Unies ont voté une toute dernière résolution. C'est les principes directeurs des Nations Unies pour la sécurité des produits de consommation. Le Bénin doit prendre cette résolution pour renforcer la nouvelle loi. Ça va de l'intérêt de tous et du pays entier. Merci. Merci beaucoup, M. On aura compris. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. Oui. Nous allons sûrement vous recevoir encore sur ce plateau. La question est très, très intéressante. Je suis disponible. Elle mérite d'être décortiquée dans tout son sens. Je suis d'accord avec vous. Merci, Ghislaine Ademi. Mesdames, Messieurs, voilà donc quelques infos sur la vie des consommateurs au Bénin. Si vous en sentez l'âme de vous engager, eh bien, commencez par ouvrir les yeux sur ce que vous achetez, comment vous les achetez, et comment vous les utilisez. Et puis faites le retour d'expérience qui pourra être des éléments sur lesquels on pourrait se baser pour mieux défendre les consommateurs béninois que nous sommes. Et parlant justement de consommateurs béninois, dans notre pays, mesdames, messieurs, beaucoup de choses avancent. Et au nombre de ces choses, il y a le droit des femmes. On en parle dans Réussite. Réussite ce matin, Ghislaine Ademi, vous avez décidé donc de jeter un regard sur les avancées des droits des femmes dans notre pays. Oui, Alain, vous l'avez bien dit, jeter un regard sur les avancées des droits des femmes au Bénin. Et ce n'est pas moi qui ai jeté ce regard. Le regard, nous avons tendu notre micro à ces devancières, ces femmes qui ont commencé déjà le combat avant celles que nous suivons aujourd'hui. Oui. On l'a tendu le micro pour qu'elles puissent nous dire comment elles vivent aujourd'hui la situation, comment est-ce qu'elles voient évoluer les défenses, les droits, les combats qu'elles ont eu à lancer dans son temps. Et la première que nous écoutons aujourd'hui, c'est bien sûr Geneviève Bokor-Nadjo, magistrate à la retraite. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis les années 90 où nous avons commencé cette aventure. À l'époque encore, on utilisait le coutumier du Dahomey au niveau de nos cours et tribunaux. C'est un texte datant de la période coloniale où la femme avait très peu de droits, pour ne pas dire qu'elle n'en avait presque pas. Donc, quand nous avions commencé la bataille, on a abordé la question tout de suite de l'avant-projet. Même pas le projet, l'avant-projet du Code des personnes et de la famille. Donc, il était question pour nous d'en parler et de voir dans quelle mesure on pouvait faire bouger les lignes afin que le Bénin ait un Code des personnes et de la famille propre à lui en tant que
pays indépendant. Et cet avant-projet, à l'époque, prévoyait notamment en matière de mariage l'option de la polygamie. Ce qui veut dire que lorsqu'un homme voulait se marier, voulait convoler en juste noces, il avait la possibilité soit d'opter pour la monogamie, soit d'opter pour la polygamie. Donc c'était sur ça que nous étions en train de nous battre déjà. Un, qu'on ait un code des personnes de la famille béninoise, et deux, qu'on puisse véritablement modifier cette disposition-là que, bien évidemment, on constatait qu'il était complètement en déphasage avec la constitution du Dahomey, du Bénin, qui prévoyait, qui prônait l'égalité entre l'homme et la femme. De cette aventure, progressivement, nous avons abouti au projet du Code des personnes et de la famille, un code révolutionnaire où le droit commun aujourd'hui en matière de mariage, c'est la monogamie. Je pense que ça a été véritablement l'une des plus grands succès que nous avons pu obtenir en la matière concernant l'égalité entre l'homme et la femme. À cette époque-là, j'avoue que c'était pas évident de nous voir évoluer dans un milieu très, très hostile justement à cette notion d'égalité homme-femme. On était considérés un peu comme des parias de la société, des femmes dont on ne devait pas suivre l'exemple. Mais nonobstant cela, nous avons persévéré. Et aujourd'hui, on peut être fier de dire que le Bénin possède l'un des textes en la matière les plus révolutionnaires dans la sous-région. Il y a eu un bond qualitatif exceptionnel, notamment en matière de cadre légal. Je l'ai dit tantôt, nous avons l'un des meilleurs codes des personnes et de la famille de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons un texte très performant en matière de violence basée sur le genre. Nous avons des textes sur la santé sexuelle et de la reproduction. Nous avons des textes en matière notamment du travail où on fait référence constamment à la promotion des droits des femmes et c'est heureux pour nous. S'il est vrai qu'en matière de cadre légal, nous avons fait beaucoup de progrès, s'il est vrai qu'en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avançons à grands pas, nous avons l'Institut national de la femme, mais là également il y a à y redire. En matière politique, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. J'ai comme l'impression que nous nous sommes plus focalisés sur la question des violences basées sur le genre. Alors qu'à la vérité, il y a 3 piliers sur lesquels on doit pouvoir évoluer. Le premier pilier, c'est bien entendu la question de l'égalité homme-femme et avec comme aspect négatif la question des violences basées sur le genre. Le second pilier, c'est la question de l'autonomisation de la femme, ce que les anglophones appellent empowerment. Et le troisième pilier, c'est au niveau des postes de décision sur le plan politique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le talon d'Achille, c'est notre talon d'Achille en matière de lutte pour les droits des femmes. Les dernières législatives, on a pu dénombrer 28 femmes. 28 femmes sur 109 députés. Les avant-dernières législatives, c'était le même taux, 28 femmes. Ce qui fait 25, et quelques % sur 109 députés. Si nous faisons l'analyse de ces résultats, on se rend compte que nous avons nos 24 femmes normalement au niveau des 24 circonscriptions électorales, mais qu'au niveau des listes électorales normales des partis politiques, nous n'avons eu que 4 femmes. 2 énormes partis politiques, les 2 plus grands partis politiques que compte le Bénin,
nous ont donné seulement 4 femmes, soit 28 femmes au total. Donc je pense que là, il y a un petit piège dans lequel nous risquons de tomber en déclarant que oui, le taux des femmes à l'Assemblée nationale a augmenté. Il faut qu'au niveau des partis politiques, les responsables des partis politiques veillent à ce que de plus en plus, il y ait des femmes positionnées sur les listes électorales en tête de liste pour qu'on ait plus de femmes. Je suis la première à applaudir des 2 mains, pour ne pas faire une tautologie, de cette avancée-là que nous avons en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, où cette omerta-là progressivement recule, où les femmes aujourd'hui peuvent parler à visage découvert. C'est une avancée énorme. Quand je fais un recul 10, 15, 20 ans en arrière, franchement, je pense que nous avons fait du chemin. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire parce que ce que l'on voit, le nombre de femmes aujourd'hui qui vont dénoncer ce qu'elles subissent, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de violences qui ne sont pas dénoncées. Il y a encore beaucoup de violences qui sont couvertes par les familles, par les autorités politico-administratives. Et tant qu'il y a à faire, tout reste à faire. Le premier défi, bien entendu, c'est la base. Le premier défi à relever, c'est l'éducation. Aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau du primaire et du secondaire, on a un nombre presque égal de filles et de garçons. Mais le problème, c'est lorsque l'on monte un peu plus haut, lorsqu'on arrive au niveau universitaire, on constate qu'il y a une déperdition en cours de route. Ce qui veut dire que cet accompagnement des filles doit pouvoir se poursuivre au-delà du cours secondaire. Que même au niveau de l'université, on puisse accompagner les filles autant que faire se peut pour que nous ayons un nombre plus ou moins égal de garçons et de filles avec des diplômes d'agrégation et autres. L'éducation, d'accord, la formation, l'instruction, d'accord, mais la formation aussi. Parce qu'il y a des choses que l'on n'apprend pas dans les lycées, les collèges et les universités. Concernant les femmes notamment, on a nécessairement besoin d'un renforcement de capacité en matière de valeurs propres aux femmes. Une femme, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce qu'elle sert? Comment est-ce qu'elle peut participer au développement durable dans sa cité? Comment est-ce qu'on peut lui inculquer les notions de leadership? Comment est-ce qu'on peut lui inculquer les notions d'indépendance, d'autonomisation? Autant de choses que l'on ne retrouve pas dans les livres au collège et à l'université. Et ça ne peut se régler qu'en matière de formation que l'on doit pouvoir organiser. Au niveau de la société civile, ça se fait. Mais je pense que dans les curricula de formation, aussi bien de nos collèges et universités, même déjà à la base au niveau du cours primaire, il va falloir qu'on puisse insérer justement ce genre de formation. À l'époque, quand moi j'étais petite, il y avait ce qu'on appelait l'instruction civique. Entre-temps, ça a disparu. Je ne sais pas si c'est revenu au goût du jour, mais ça fait partie également des choses sur lesquelles on doit pouvoir mettre l'accent. Lorsque une femme, on lui inculque les notions d'instruction civique, tout de suite, elle voit son rôle au niveau de la cité en tant que citoyenne. Plutôt que de rester femme, épouse et mère, cette notion de citoyenneté doit pouvoir être développée au niveau déjà de la petite fille, progressivement jusqu'au niveau de l'université. C'est le premier bastion que l'on devrait prendre. Le deuxième bastion, c'est bien entendu la question de l'autonomisation des femmes.
c'est très important. La femme qui n'est pas indépendante financièrement ne peut pas s'imposer, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et cette question d'autonomisation, c'est vrai qu'on s'y emploie, le gouvernement s'y emploie progressivement avec cette question de microfinance, mais je pense qu'on devrait aller au-delà de la notion de microfinance. Parce que microfinance, elles font toutes la même chose, elles vendent toutes les mêmes choses. En fin de compte, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. On doit aller au-delà et permettre aux femmes d'avoir accès aux finances, à la finance même, par exemple au niveau du système bancaire. Donc, j'ai parlé de la question des finances, mais je parle également de la question, puisqu'elles sont nombreuses dans les zones rurales, il y a la question des terres. Des terres arables qu'on doit pouvoir mettre à la disposition des femmes. Et les terres arables, d'accord, mais également mécaniser l'agriculture. Que ces femmes-là aujourd'hui puissent avoir les moyens, les tracteurs, les engins mécaniques pour pouvoir, un tant soit peu, leur faciliter la tâche sur le terrain. Et il y a la question également des semences et des intrants. Généralement, elles sont dans les cultures vivrières aujourd'hui. Est-ce qu'elles peuvent se lancer dans les grosses productions agricoles comme le coton, le soja et autres? Il faut que de plus en plus, nous ayons des femmes dans ce secteur-là. Mais pour ce faire, elles ont besoin de très, très, très gros moyens. Le troisième point pour moi reste bien entendu la question des femmes aux postes de décision. Parce que les autres ne peuvent pas prendre des décisions pour vous, dans votre intérêt. En tant que femme, je sais ce dont j'ai besoin. L'homme, il sait ce dont il a besoin. Et je pense que quand il est à un endroit, il va plaider pour sa cause. Quand la femme est à cet endroit-là, elle va plaider également pour sa cause. Donc, plus de femmes au poste de décision. Je pense qu'autour de ces trois piliers, si nous pouvons évoluer là-dessus de façon harmonieuse, on aura atteint véritablement l'objectif de l'égalité du genre et par conséquent promouvoir un développement durable dans notre pays. Un regard global d'une pionnière de la défense des droits des femmes dans notre pays. Eh bien, Ghislaine Adimi, je crois que le tour est fait. Hein? Le tour est fait. Et il y a beaucoup d'évolutions en tout cas. Il y a beaucoup d'évolutions et c'est heureux de voir ces pionnières le reconnaître et applaudir ce qui se fait. C'est aussi heureux de les entendre nous rappeler ce qui reste à faire et c'est bon pour la nouvelle génération en tout cas. Et ce qui reste à faire, mesdames, messieurs, c'est de vous donner rendez-vous demain à la même heure. On va donc clôturer cette émission aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé votre attention. Le meilleur, c'est ici. Et que Dieu bénisse le Bénin.